Vous êtes-vous déjà demandé s'il y a plus dans la vie que des appartements confortables et des cottages mignons? Eh bien, préparez-vous à une aventure différente. Nous allons explorer des maisons insolites qui pourraient vous surprendre, que ce soit pour affronter des lieux froids, trouver du confort sous des ponts, ou même vivre dans des champignons, nous allons tout couvrir. Alors prenez vos encas, installez-vous confortablement et préparez-vous à voir les choses sous un tout nouveau jour. Ce n'est pas votre visite classique de maison. C'est un aperçu de vie vraiment extraordinaire. Numéro 12. La maison transparente. Cette maison, située à Tokyo, au Japon, se distingue comme un logement transparent, à considérer pour un séjour unique si vous êtes ouvert à l'idée d'être complètement exposé. Conçue par les architectes renommés Su Fujimoto, cette demeure transparente fait partie des maisons les plus originales du monde. Inspirée par les ancêtres humains qui vivaient dans les arbres, elle offre un espace de vie à la fois aventureux et élégant, inondé de lumière naturelle, mais dépourvu d'intimité en raison de ses vastes fenêtres en verre et de l'absence de murs. Nommée House NA, cette résidence de 85 mètres carrés imite le concept d'un arbre, avec plusieurs niveaux ressemblant à des branches sortant de la structure principale. Ces 21 plaques de sol individuelles, placées à différentes hauteurs, répondent au désir des habitants de vivre de manière naturelle dans leur propre maison. Malgré sa transparence, la maison offre astucieusement à la fois séparation et cohérence, fonctionnant soit comme une seule pièce, soit comme plusieurs espaces, grâce à son design innovant. La philosophie de construction derrière cette beauté transparente met l'accent sur la connectivité plutôt que sur l'isolement. Comme les branches d'un arbre, les différentes plaques de sol, allant de 2 à 7,5 mètres carrés, sont reliées par des échelles et des escaliers, facilitant les déplacements et permettant différentes activités. Su Fujimoto souligne la richesse de la vie dans de tels espaces vastes et denses, où les voix peuvent être entendues à travers les branches et les discussions traversent différents niveaux. Dotée d'une structure en acier mince et de sol en bouleau, la maison offre des fenêtres uniques pour la ventilation, réduisant le besoin de refroidissement artificiel. Le chauffage au sol garantit le confort en hiver, tandis que le placement stratégique de la plomberie, du chauffage, de la ventilation et de la climatisation optimise l'utilisation de l'espace. Des séparations temporaires, comme des rideaux, répondent aux préoccupations de confidentialité sans compromettre l'esthétique transparente. Bien que la structure ne ressemble pas physiquement à un arbre, Su Fujimoto considère l'expérience de vivre dans cette maison comme une adaptation contemporaine du mode de vie arboricole de nos ancêtres. Cette existence, mélangeant architecture, vie urbaine, matériaux et techniques humaines, défie les normes architecturales conventionnelles, redéfinissant le concept de maison de manière captivante et stimulante. Numéro 11. La maison Flintstone. Juste à l'est du pont commémoratif Eugene A. Doran sur l'Interstate 280, les voyageurs apercevront un endroit inhabituel, connu localement sous le nom de Maison Flintstone. Construite en 1976, cette maison expérimentale présente des pièces aux surfaces entièrement arrondies, recouvertes de couches de ciment, de treillis métalliques, de plâtre, de fils de fer et de ballons aérospatiaux sous son extérieur orange brûlé. L'apparence de la maison, ressemblant à des ballons gonflés, reflète sa méthode de construction. Des cadres en treillis métalliques et en acier ont été construits sur de grands ballons gonflés, puis recouverts de béton à grande vitesse. Une technique appelée construction de dômes monolithiques, inventée par les frères South dans l'Idaho en 1975. L'architecte William Nicholson a appliqué cette méthode pour construire la maison Flintstone et d'autres dômes à Hillsborough, en Californie. Également connue sous le nom de Dome House, Gumby House, Worm Casting House et Bubble House, cette maison s'étend sur 250 mètres carrés avec 3 chambres, 2 salles de bain et un garage pour 2 voitures. Son dôme le plus haut abrite une chambre à l'étage, accessible par un escalier en colimaçon ressemblant à un cône de sucre qui s'élargit. Notamment, la salle de bain principale présente de grandes pierres à la place des carreaux traditionnels. Bien admirée par de nombreux passants, la maison Flintstone a été critiquée par certains habitants de Hillsborough. Au milieu des années 1980, les eaux de ruissellement ont provoqué des affaissements et des fissures dans les murs,
entraînant des demandes pour sa démolition. Cependant, une rénovation importante en 1987 a restauré la maison, qui a acquis sa couleur orange distinctive en 2000. Malgré les controverses, la maison Flintstone perdure comme un point de repère excentrique de la Californie, avec des locataires célèbres de temps en temps, alimentant des légendes urbaines sur sa propriété, y compris des rumeurs selon lesquelles elle aurait été possédée par George Lucas et des investisseurs de la Silicon Valley. En 2017, la nonagénaire Florence Fang a acheté la propriété, ajoutant des dinosaures en acier et des personnages des Flintstones dans le jardin, visibles depuis l'Interstate 280. En 2019, des habitants ont tenté une action en justice pour retirer les statues, mais en juin 2021, un règlement a favorisé Madame Fang, permettant aux sculptures de rester. Pour les visiteurs, accéder à la maison Flintstone en prenant l'I-280 au nord de San José Palo Alto Woodside. Après avoir passé la sortie Bunker Hill Drive et traversé le pont Doran Memorial, regardez à votre droite pour voir cette pièce unique de l'architecture de la baie. Numéro 10. Le comté de Yanjin. Le comté de Yanjin, niché dans la province du Yunnan, dans le sud-ouest de la Chine, attire l'attention des touristes en raison de son emplacement géographique unique entre deux montagnes imposantes et le long d'une rivière étroite. Avec une population d'environ 450 000 habitants, Yanjin est réputé pour être potentiellement la ville la plus étroite du monde, caractérisée par des bâtiments soutenus par des piliers semblables à des échasses, conçus à la fois pour maximiser l'espace et réduire les risques d'inondation. Situé le long des rives de la rivière Guanhe, Yanjin s'étend de 300 mètres à son point le plus large à seulement 30 mètres à son point le plus étroit. La rivière elle-même traverse la ville sur environ 2 km. Malgré ses contraintes spatiales, Yanjin prospère avec une variété de commerces, y compris des magasins et des restaurants, et repose largement sur le tourisme pour soutenir son activité économique. Les responsables locaux sont optimistes que la couverture médiatique accrue attirera davantage de visiteurs dans la région. Historiquement, Yanjin a joué un rôle important en tant qu'étape clé sur la route de la soie, facilitant les routes commerciales pour les marchands transportant des biens tels que le sel, le cuivre et le thé. Cette position stratégique le long de la route commerciale a conduit certains marchands à s'installer dans la région, contribuant à sa vitalité économique. Les habitants de Yanjin évoquent les caractéristiques uniques de la ville. Yao Zhen, représentant le bureau du gouvernement du comté de Yanjin, a mentionné aux médias taïwanais PTS que l'agencement de la ville est tellement simple que les gens ne peuvent pas se perdre, car elle ne comporte qu'une seule route principale reliant toutes les zones. Cette simplicité de navigation souligne la nature compacte de la ville. De plus, un résident a réfléchi à l'histoire de longue date de sa maison, indiquant qu'elle a été transmise de génération en génération, symbolisant un lien profond avec la région. Numéro 9. La maison Champignon. La maison Champignon, également connue sous le nom de Pod House, est une résidence moderne unique située à Parenton, New York. Son design distinctif lui a valu d'être reconnu dans des émissions de télévision telles que Home and Garden Television, la série Off Beats America, ainsi que dans divers livres, notamment la série Weird United States, en raison de son apparence fantaisiste et frappante. Construite entre 1970 et 1972 pour le couple d'avocats artistes Robert et Marguerite Antel, cette maison a été officiellement reconnue comme un point de repère de la ville en 1989. Située dans un ravin modérément boisé, à côté du parc Powder Mills, la maison est un spectacle à voir. Elle se compose de 4 pods, chacun pesant 80 tonnes, soutenus par des tiges en béton armées d'une hauteur allant de 4,3 à 6 mètres. Ces tiges, qui mesurent 1 mètre de diamètre là où elles se connectent au pod, s'élargissent à 1,50 m à leur base, assurant ainsi la stabilité et l'intégrité structurelle. Le design unique des pods, ressemblant à des ombelles de la carotte sauvage, Queen Anne's Lace, ajoute au charme de la maison, bien que sa couleur brune évoque davantage des champignons. Les côtés de chaque capuchon de pod sont entièrement vitrés, permettant à une abondante lumière naturelle de pénétrer à l'intérieur. La fonctionnalité se mêle à la créativité dans l'agencement de la maison.
Un pod sert de salon et de salle à manger, offrant un espace spacieux et communautaire pour la détente et le divertissement. Un autre sert de cuisine, équipé des commodités modernes pour répondre aux besoins culinaires de ses habitants. Les deux autres pods sont des chambres à coucher, garantissant confort et intimité pour les résidents. De plus, un demi-pod supplémentaire est destiné à une terrasse ouverte, idéale pour profiter de la beauté naturelle environnante. L'intérieur de la maison champignon dispose de 3 chambres et de 3 salles de bain, réparties sur 387 mètres carrés d'espace de vie. Cet espace généreux offre aux résidents à la fois confort et polyvalence, répondant à divers besoins de style de vie. Que ce soit pour se détendre dans les chambres confortables ou se dorloter dans les salles de bain bien aménagées, chaque recoin de la maison dégage une sensation de chaleur et de luxe. Malgré son attrait indéniable et ses caractéristiques uniques, la maison Champignon a rencontré des difficultés sur le marché immobilier. En février 2012, la maison a été vendue pour 799 900 $, bien en dessous de son prix demandé initial de 1,1 million de dollars. Cette réduction de prix reflète les complexités de la vente d'une propriété aussi distinctive, où trouver le bon acheteur qui apprécie sa valeur artistique et sa praticité s'est avéré être une tâche ardue. Numéro 8. La Maison du désert. La Maison du désert, conçue par Kendrick Banks Kellogg, se dresse fièrement au milieu du vaste désert californien, ressemblant à un majestueux phénix s'élevant des pierres. Son extérieur s'intègre parfaitement aux rochers massifs environnants, lui donnant l'apparence d'un quartier général futuriste, ou peut-être même d'un arbre ou d'un vaisseau spatial venu d'un autre monde, dans un décor désertique. Située dans le paysage hors du commun du parc national de Joshua Tree, cette maison du désert élevée repose sur 26 colonnes robustes, stratégiquement ancrées à 7 pieds de profondeur dans le lit de roches vierges pour une stabilité optimale. Ces colonnes sont ingénieusement disposées en canopées superposées, évoquant l'image des côtes humaines lorsqu'elles sont observées d'en haut. À l'intérieur, la conception de l'intérieur, supervisée par John Vougren, présente un mélange méticuleux d'éléments naturels. La salle à manger dispose d'une superbe canopée réalisée à partir de 800 pièces de verre sablé, tandis que la chambre à coucher possède un lavabo organique et pourtant d'apparence extraterrestre, une autre des œuvres de Vougren. Chaque détail, des lampes ressemblant à des Spoutniks aux tables allant du sol au plafond et aux bases sculptées en porte-à-faux, dégage un charme extraordinaire. Les armoires de cuisine sont décorées de métal patiné et une grande partie du mobilier est parfaitement intégrée dans les murs, maximisant l'espace et la fonctionnalité. Tout au long de l'intérieur, l'acier, le mahogany et les carreaux de verre sont abondamment utilisés, créant un mélange harmonieux de matériaux. Bien que la construction de la maison ait été achevée en 1993, les touches finales de la conception n'ont été terminées qu'en 2014. Numéro 7. La ville sous un rocher. Setenil de Las Bodegas, en Espagne, prend le concept de vivre sous un rocher de manière littérale. Bien qu'elle soit nichée sous un rocher, cette ville de 3000 habitants est riche en histoire et reste une destination importante dans de nombreux guides touristiques. Le site unique de la ville, situé sous un rocher, a des racines pratiques, similaires à la formation intrigante de Ganvi, une ville flottante. Les grottes et les rochers, datant d'environ 5000 ans, ont servi d'abri pour les villageois de ce petit village andalou. De plus, ils utilisaient ces formations naturelles pour stocker de la nourriture et des produits, profitant de l'environnement frais pour les conserver. Au lieu de construire des maisons entières pour se rafraîchir l'été, les habitants ont construit de simples façades de bâtiments, facilitant l'habitation depuis la préhistoire. Le nom de Setenil de Las Bodegas reflète son histoire, y compris ses luttes pour l'indépendance. Setenil provient du latin septem nihil, signifiant 7 fois non, faisant référence aux 7 tentatives des catholiques pour reconquérir le territoire des morts, réussissant finalement à la 7e tentative. Après l'occupation catholique, les habitants ont réutilisé les zones rocheuses fraîches comme entrepôts pour stocker des produits, ce qui a conduit au 2e nom de la ville, Bodegas, signifiant entrepôt en espagnol. En tant que l'un des pueblos blancos les plus populaires de la région, Setenil attire de nombreux touristes exigeants avec ses bâtiments caractéristiques en roche et ses habitations troglodytes.
La plupart des visiteurs accèdent à Séténil de Las Bodegas en voiture, soit par leurs propres moyens, soit en location. Louer une voiture permet de visiter d'autres villages et villes voisines à son rythme. Des excursions d'une journée depuis Cadix ou la Costa del Sol sont également possibles, avec des routes de montagne relativement accessibles menant à Séténil. Les meilleures périodes pour visiter Séténil de Las Bodegas sont le printemps et l'automne, lorsque les températures diurnes oscillent autour de 20 à 25 degrés Celsius. Les mois d'hiver voient une augmentation des précipitations, limitant l'accessibilité à la ville. Les options d'hébergement varient, allant des hôtels de premier plan à Séténil aux villes voisines comme Ronda, Séville, Malaga et Cadix. Bien que Séténil ne propose pas une large gamme d'activités, les cartes touristiques offrent des indications sur les rues et points d'intérêt à ne pas manquer. Les sites les plus célèbres de la ville sont situés près de l'entrée, nécessitant peu de marche. Cependant, explorer les sentiers moins fréquentés de Séténil offre de nombreuses possibilités pour des promenades tranquilles. Numéro 6. Le temple suspendu. Le temple suspendu, également connu sous le nom de temple de Hengshan, monastère suspendu ou temple Xuankong, est audacieusement construit dans la falaise, se dressant à 75 mètres au-dessus du sol près du mont Heng, dans le comté de Hunyuan, dans la ville de Datong, province de Shaanxi, en Chine. Situé à environ 64 km au nord-ouest de Datong, il partage la vedette avec les grottes de Yonggang comme l'un des principaux sites touristiques et monuments historiques de la région de Datong. Datant de plus de 1500 ans, cette merveille architecturale captive non seulement par son emplacement précaire, mais intrigue également en tant que sanctuaire bouddhiste qui intègre des éléments du taoïsme et du confucianisme, collectivement connus sous le nom des trois enseignements. La stabilité remarquable du temple est maintenue par des poutres en chêne, ancrées dans des trous minutieusement sculptés dans la falaise, et sa structure principale repose dans le rocher. Niché dans un étroit bassin de canyon, le corps du temple suspendu au milieu de la falaise, sous le sommet imposant, est protégé des intempéries, ce qui le rend résistant à l'érosion et aux intempéries. La légende fait remonter la fondation du temple à la fin de la dynastie des Wei du Nord, attribuée aux efforts solitaires d'un moine nommé Liao Ran en 491 après Jésus-Christ. Au cours des 1400 années suivantes, des réparations et des expansions successives ont contribué à sa grandeur actuelle. Composé d'un total de 40 salles et pavillons, tous perchés à plus de 30 mètres au-dessus du sol, le complexe du temple s'étend davantage du nord au sud que d'est en ouest, avec une élévation croissante du portail sud vers l'extrémité nord, le long de la paroi montagneuse. Le temple est conceptuellement divisé en sections nord et sud. La section nord abrite des halls importants tels que le Hall Wufo, connu sous le nom de Hall des 5 Tathagata, et le Hall Guanyin, dédié à la Bodhisattva Guanyin. De plus, le Hall des 3 religions témoigne de l'amalgame des croyances bouddhistes, taoïstes et confucianistes, avec des statues de Sakyamuni, Lao Tse et Confucius décorant son intérieur, symbolisant l'unité des 3 enseignements durant les dynasties Ming et Qing. En revanche, la section sud, qui s'étend sur 3 étages, abrite des halls notables tels que le palais Xunyang, vénérant Lu Dongbin, l'un des 8 immortels du taoïsme. Le Sangwan Hall, le plus grand du temple, vénère les 3 grands empereurs célestes de la terre, de l'eau et du ciel à travers des sculptures en argile de l'époque Ming. Au sommet de la section sud se trouve le Leyin Hall, dédié à Bouddha Sakyamuni, complétant le répertoire spirituel du temple. Numéro 5. Monastère d'Agyavarvara Roussanu. Le monastère d'Agyavarvara Roussanu à Météorès, en Thessalie, est l'un des 6 monastères actifs de la région. Il a été fondé en 1529 après Jésus-Christ par Ioasaph et Maximus de Ioannina et est dédié à Sainte Barbara. Le monastère est situé dans une belle région forestière et couvre une grande terrasse rocheuse. Le bâtiment principal du monastère, appelé Catholicon, a été construit vers 1530 après Jésus-Christ pour honorer la transfiguration du Christ. À l'intérieur, on trouve des peintures détaillées sur les murs créées vers 1560 après Jésus-Christ par un artiste dont le nom est inconnu, mais qui faisait partie de l'école crétoise. Ces peintures illustrent des histoires et des symboles religieux.
Au fil du temps, le monastère a offert un refuge aux personnes dans le besoin, notamment en période de difficulté. Cependant, son influence a diminué au cours du XIXe siècle, entraînant une réduction de la population monastique. Aujourd'hui, seul un petit groupe de moines vit dans le monastère, mais il reste d'une grande importance spirituelle. Le monastère compte 3 niveaux. Le rez-de-chaussée abrite l'église de la Transfiguration du Christ et les quartiers des moines. À l'étage se trouvent des salles pour les rassemblements et un espace pour exposer des œuvres d'art. Situé sur la route de Kastraki à Météor, le monastère se trouve entre les monastères d'Anapavsa et de Varlom. On peut y accéder en montant des escaliers soigneusement construits et en traversant un pont construit en 1930. La visite du monastère permet de se connecter au passé religieux et historique de la région dans un cadre paisible. Numéro 4. Pont Vecchio. Le Ponte Vecchio, également connu sous le nom de Vieux Pont, est un pont médiéval en arc de pierre qui traverse le fleuve Arno à Florence, en Italie. Il est unique par la gamme de boutiques qui longe sa structure, une pratique autrefois courante. À l'origine, ces boutiques s'étaient occupées par des bouchers, des tanneurs et des fermiers, mais aujourd'hui, elles sont principalement gérées par des bijoutiers, des marchands d'art et des vendeurs de souvenirs. À côté du Ponte Vecchio se trouvent 2 autres ponts, le Ponte Santa Trinita et le Ponte Algraci. Reliant la Via Por Santa Maria à la Via dei Guicciardini, le Ponte Vecchio revêt une importance historique en tant que plus ancien pont florentin, un titre qu'il a conservé même après la construction du Ponte alla Carraia, qui fut alors désigné comme le Ponte Nuovo. Tout au long de l'histoire, le Ponte Vecchio a joué un rôle vital dans le réseau routier de la ville, reliant à l'origine la Florence romaine à la Via Cassianova, commandée par l'empereur Hadrien en 123 après Jésus-Christ. Aujourd'hui, bien qu'il soit fermé à la circulation automobile, le pont voit un important flux piétonnier en raison de sa renommée et de sa connexion avec les attractions touristiques des 2 côtés du fleuve. Ces attractions incluent la Piazza del Duomo et la Piazza della Signoria d'un côté, et le Palazzo Pitti e Santo Spirito dans l'Ultrarno de l'autre côté. Reconnu pour son importance historique et architecturale, le Ponte Vecchio est inscrit comme un bâtiment monumental et fait partie du patrimoine artistique national de l'Italie. La construction du Ponte Vecchio traverse l'Arno à son point le plus étroit, probablement là où un pont existait à l'époque romaine, traversant le fleuve via la Cassia. Construit initialement avec des piliers en pierre et une superstructure en bois, le pont a subi plusieurs reconstructions en raison des inondations et des dommages au fil des siècles. Il a été notamment détruit par une inondation en 1117 et reconstruit en pierre. Il était alors appelé Ponte Nuovo, par rapport au Ponte alla Carraia, un pont en bois établi à proximité en 1218. Malgré plusieurs destructions, le Ponte Vecchio a survécu entre 1339 et 1345. Bien qu'attribué traditionnellement à Taddeo Gatti, les historiens modernes suggèrent Neri di Fioraventi comme un constructeur possible. Le pont possède 3 arches segmentées, avec une arche principale de 30 mètres et des arches latérales de 27 mètres chacune. Ces arches peu profondes, nécessitant moins de piliers que les arches semi-circulaires traditionnelles, facilitèrent l'accès et la navigation pour les charrettes tirées par des animaux. Une inscription de Dante marque l'endroit sur le pont où Buondelmonte de Buondelmonte a été assassiné en 1215, déclenchant un conflit entre les Guelfes et les Gibelins. De plus, une pierre de dédicace usée à l'ouverture centrale du pont raconte son histoire, indiquant qu'il s'est effondré en 1333 à cause d'une inondation, mais a été reconstruit en moins de 10 ans. L'une des caractéristiques distinctives du pont est la grande place au centre, décrite par Leon Battista Alberti comme un ornement significatif de la ville. Au fil de son histoire, le Ponte Vecchio a été le domicile de divers commerçants qui exposaient leurs marchandises à l'extérieur de leurs locaux avec l'autorisation du Bargello, agissant en tant que maire, magistrat et autorité policière. Numéro 3. Formation rocheuse. La Cappadoce, située dans la province de Nevşehir au centre de la région anatolienne de la Turquie, abrite des villes entières sculptées dans ces formations rocheuses. Le paysage, ressemblant à un désert extraterrestre abandonné, présente des champs figés dans le temps et des pics rocheux émergeant de la terre, rappelant des formations en meringue. Ces formations rocheuses distinctives
doivent leur existence aux éruptions volcaniques, à l'érosion et au vent sur des millions d'années. Le dépôt de cendres d'une éruption volcanique survenue il y a plus de 3 millions d'années a recouvert le paysage, formant une roche tendre qui s'est érodée en forme remarquable. Ce qui ajoute à l'apparence particulière de la région, c'est le fait que chaque colline, flèche et rocher soit ornée de maisons équipées de fenêtres, chambres, cuisines et de multiples étages accessibles par des échelles ou des escaliers en raison de la tendreté de la roche. L'histoire ancrée dans ces structures rocheuses est aussi captivante que leur formation géologique. À partir du IIIe siècle, les chrétiens fuyant les persécutions romaines ont trouvé refuge dans les grottes et les tunnels de ces formations rocheuses. Les moines chrétiens byzantins ont contribué davantage à l'histoire de la région en construisant de nombreuses églises décorées de magnifiques peintures dans les collines, utilisées comme monastères et centres de formation. Les villes souterraines de Derinkuyu et de Kaimakli incarnent l'ingéniosité de l'architecture ancienne et la flexibilité du paysage. Derinkuyu, avec ses 11 étages et son vaste réseau de tunnels, le reliant à d'autres villes souterraines, pouvait accueillir des milliers de personnes. Des quartiers de sommeil aux écuries, des foyers de cuisine aux lieux de culte et d'enterrement, Derinkuyu offrait des installations complètes sous terre. Plus de 200 structures souterraines, interconnectées par des tunnels, ont été déterrées en Cappadoce. Ces tunnels servaient de route d'évasion pendant les attaques, permettant aux familles de fuir en toute sécurité vers les villes souterraines. Les frontières historiques de la Cappadoce sont quelque peu floues, notamment vers l'ouest, où elles rencontrent les anciennes régions de Galatie et de Lycaonie. Au sud, les montagnes du Taurus forment une barrière naturelle, séparant la Cappadoce de la Cilicie et de la mer Méditerranée. Le terme Cappadoce a été adopté par l'industrie touristique pour désigner toute destination présentant des merveilles naturelles et des phénomènes géologiques. Pour ceux qui recherchent une expérience immersive, l'hôtel grotte Gamirassou, en particulier la suite du roi byzantin, offre l'opportunité de passer une nuit dans cette région envoûtante. Numéro 2. La maison sur le fleuve Drina. La maison sur le fleuve Drina, en serbe, est une structure en bois semblable à une cabane située sur un rocher au milieu du fleuve Drina, près de Bajina Bašta, dans l'ouest de la Serbie. Initialement construite en 1968 par un groupe de nageurs cherchant un abri, elle a été détruite à 7 reprises en raison des niveaux d'eau élevés, mais a été reconstruite à chaque fois. Située sur les pentes nord-est du Tara, entre Bajina Bašta en Serbie et Ligeša en Bosnie-Herzégovine, la maison se trouve à environ 2 km en amont du centre-ville de Bajina Bašta. La légende raconte que le rocher isolé où se dresse la maison a été placé au milieu du fleuve par le héros médiéval Kraljević Marko pour aider son cheval Sarak à traverser. Ce rocher servait de point de repos pour les nageurs avant la construction de la maison. Par un été brûlant de 1968, les frères Melilla et Milan Mandic, accompagnés d'amis, ont construit un abri simple sur le rocher à l'aide de planches de bois apportées par le fleuve. Cependant, la structure a été emportée par la Drina pendant la saison des pluies de l'automne suivant. L'année suivante, les jeunes locaux ont organisé la construction d'une cabane plus résistante, utilisant des matériaux plus légers, transportés directement sur le rocher par des bateaux et des kayaks. Melilla Mandic est devenu le gardien de la maison, qui est rapidement devenu un lieu de rassemblement populaire pour les jeunes et les couples à la recherche d'une escapade romantique. Malgré les améliorations apportées pour rendre la maison plus solide, elle finissait souvent par être emportée par la rivière, nécessitant des efforts pour la récupérer et la ramener à sa place sur le rocher. Au fil des années, la maison a été détruite à plusieurs reprises, la structure actuelle ayant été construite en 2011 après le 7e incident, en décembre 2010. La maison a attiré une attention considérable après la création de la régate de la Drina en 1994. Le parcours de la régate passant à côté de la maison, attirant des participants et des spectateurs de divers endroits, sa situation pittoresque et son architecture unique en ont fait un sujet privilégié pour les photographes, lui offrant une reconnaissance dans des publications telles que National Geographic et Business Insider. Numéro 1. La ville la plus haute. El Alto, qui signifie « les hauteurs » en espagnol, est la deuxième plus grande ville de Bolivie. Elle se situe à côté de La Paz, sur le plateau de l'Altiplano.
Avec environ 943 558 habitants en 2020, la ville connaît une croissance rapide et est la plus haute grande ville du monde, se trouvant à environ 4000 mètres d'altitude. L'ensemble de la zone urbaine comprenant El Alto et La Paz, ainsi que quelques autres lieux avoisinants, constitue la zone urbaine la plus densément peuplée de Bolivie, avec environ 2,2 millions d'habitants. À l'origine, El Alto était assez pauvre, avec des routes rudimentaires et de nombreux bâtiments de fortune. Bien qu'elle soit encore en développement, elle fait face à des défis liés à des éléments comme les routes et les services de base, notamment dans les zones périphériques. Cependant, des progrès ont été réalisés. Un système de téléphérique a été construit pour relier El Alto directement au centre de La Paz, facilitant les déplacements des habitants. À mesure que la ville se développe, elle adopte un style architectural unique, influencé par la culture indigène locale. Autrefois, la zone au-dessus de La Paz était vide jusqu'au début des années 1900, lorsque les chemins de fer ont atteint cette région. Des ouvriers s'y sont installés et la ville a prospéré, en particulier après la construction d'un aérodrome en 1925 et l'ouverture de la première école en 1939. Dans les années 1950, la ville a véritablement décollé, en partie grâce à son raccordement à l'approvisionnement en eau de La Paz. En 1985, elle a gagné plus d'indépendance vis-à-vis de La Paz, et en 1987, elle est officiellement devenue une ville. Puis, en 1994, elle est devenue le siège du diocèse catholique d'El Alto. Le gouvernement local d'El Alto divise la ville en 14 districts. La majorité de la population est indigène, principalement composée d'Aymara et de Quechuas, avec un plus petit nombre de métis et de descendants européens. Autrefois perçue comme un endroit où vivaient les travailleurs de La Paz, la ville est aujourd'hui en pleine expansion, avec des entreprises et des industries, bien qu'il existe des préoccupations concernant la pollution et la fourniture d'eau et de services pour tous. Géographiquement, elle inclut l'aéroport de La Paz et est l'une des villes les plus élevées au monde. Le climat y est froid la plupart du temps, avec des chutes de neige occasionnelles. Politiquement, El Alto est une municipalité indépendante, avec son propre maire et son propre conseil. L'actuelle maire est Monica Evacopa. Le gouvernement de la ville doit travailler dur pour fournir des services et s'assurer que tout fonctionne correctement, notamment avec l'aide de groupes communautaires locaux comme FIJOF. Pour se déplacer, El Alto dispose d'un système de téléphérique le reliant à La Paz et d'un aéroport international qui le relie à d'autres villes. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. À bientôt dans la prochaine.